Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Louis Morin. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Je vous propose de commencer par un mot sur la tombe du général de Gaulle. Hier, elle a été dégradée. Beaucoup de réactions dans la scène politique. Quelle a été la vôtre de réaction ? Mais je suis vraiment affligée par autant de bêtises, voilà, de manque de respect. Je suis comme tout le monde, hein. De toute façon, d'une façon générale, c'est absolument honteux de s'en prendre aux sépultures, de s'en prendre à la mémoire des morts, d'une façon générale. Et là, par parenthèse, je vais faire une petite rappel à l'ordre au magazine Le Monde 2, qui publie cette semaine un portrait de Jean-Luc Mélenchon dans lequel ils font parler anonymement un grand courageux qui parle des obsèques de François Delapierre, qui était donc le dirigeant avant sa mort de ce qui allait devenir la France insoumise, et en disant que c'était le signe d'un groupe sectaire. Voilà, faire parler comme ça un homme politique de façon anonyme pour entacher la mémoire des obsèques qui ont réuni sa famille, ses amis, ses camarades de François Delapierre. J'ai trouvé ça honteux. Donc pardonnez-moi d'avoir ouvert cette parenthèse, vu que vous me questionnez sur la mémoire et les égards dus aux morts. Eh bien, je pense que François Delapierre, ses amis, ses camarades, sa famille méritent plus que ça, et le général de Gaulle également, bien entendu. Raquel Garrido, on en vient à l'affaire Richard Ferrand. Le parquet de Brest a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire. Le parquet national financier non plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour suspecter une infraction, en tout cas jusqu'à présent. Est-ce que vous faites confiance à notre justice ? Alors, moi je suis avocate, vous savez. Donc, je sais bien. Je suis auxiliaire de justice, donc mon travail c'est de faire confiance à la justice et de générer cette confiance dans la société, justement. Tant que les gens auront confiance à la justice, eh bien il peut y avoir de la justice. Mais la vérité c'est que... Vous faites confiance aussi sur le parquet dont l'indépendance est parfois remise en cause ? Oui, mais dans cette affaire, je ne veux pas la traiter sous l'angle judiciaire, parce que les juges font leur travail, les parquetiers font leur travail. Il me semble qu'avec les informations que nous détenons, nous les citoyens, il y a suffisamment de quoi, en fait, se faire une opinion dans cette affaire. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il s'agit d'un bon coup immobilier. C'est de l'argent facile, en fait. Quand vous y regardez de près, donc Monsieur Ferrand, en l'occurrence son épouse, ont eu accès très facilement à un prêt bancaire, pour 100% d'une somme pour acheter un bien immobilier. Alors quand on connaît la difficulté aujourd'hui d'accès aux prêts bancaires pour la grande majorité des petites entreprises, des petits commerçants, des gens qui n'arrivent pas à faire de la trésorerie, qui ont des difficultés pour accéder à ces prêts bancaires qui sont censés justement rendre la vie économique dynamique et possible. Et voilà, vous avez des gens, eux, ils sont entre eux, leurs copains, leurs maris sont directeurs, la banque leur prête de l'argent facile, et puis hop, ils font des bascules ensuite super facilement. Donc c'est ça le problème. Le problème moral, il est là. C'est qu'il y en a qui se gavent avec leur petit réseau. C'est une oligarchie, ça s'appelle l'oligarchie. C'est des gens qui circulent entre politique, milieu d'affaires, etc. pendant que la grande majorité des Français triment. Et ce modèle, ce monde-là, il n'est pas illégal. Mais c'est bien le problème. Vous voulez dire qu'au-delà de l'affaire judiciaire, il y a une affaire morale ? Bien sûr, et la morale, elle est laquelle ? Vous avez un président de la République qui a dit « Je pense que les Français doivent rêver d'être millionnaires ». Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ferrand, il a anticipé. Voilà. Donc c'est ça leur logique. À l'époque, il n'était pas encore auprès d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. Faut croire qu'ils avaient déjà le même type de vision de la société. Devenir millionnaire, générer de l'argent facilement, parce que je dis pas que gagner de l'argent sur la base de sa créativité, de sa production, etc., de ce qu'on apporte à l'intérêt général et à l'économie, ce soit mal. Pardon, c'est vraiment pas du tout ce que je dis. Mais là, il s'agit pas de ça. Là, il s'agit d'argent facile. Ces gens-là n'ont rien fait. Ils n'ont rien fabriqué de leurs mains. Ils ont juste bénéficié, de facilités qui sont dues à leur fonction dans la société, à leur statut social. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce monde-là. Je ne suis pas d'accord avec l'oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement des peu, toujours les mêmes qui ont les mêmes accès, les mêmes facilités. Et avec la France insoumise, c'est ce que nous proposons, c'est qu'il y ait l'accès à tous, pour les crédits bancaires en particulier. Raquel Garrido, est-ce que Richard Ferrand aurait dû démissionner, selon vous ?
Pas spécialement, parce que ce qu'il fait là est conforme à l'idéologie promue par le président de la République. Alors, Édouard Philippe, hier ou avant-hier, je sais plus, a dit il n'y a pas d'affaire Fillon, il n'y a pas de débat judiciaire. Ok. D'affaire Ferrand. Ah, pardonnez-moi, vous voyez, on est tous en train de faire la confusion. On a tellement l'habitude maintenant. Ben oui, non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que sur le mode de défense, il y a aussi des similitudes. Oui, bien sûr. Alors, sur l'affaire Fillon, on verra si au final il y a quelque chose d'illégal ou pas, de toute façon. Mais pour revenir à Ferrand, le Premier ministre dit il y a un débat politique. Oui. Bon, donc prenons acte de cette ouverture du débat politique par le Premier ministre lui-même. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est que lui, il s'en lave les mains de ce débat politique. Il est Ponce Pilate, lui. Lui, il dit, il y a un débat politique, mais j'ai pas d'avis. Ah non, ça c'est pas possible, Monsieur le Premier ministre. S'il y a un débat politique, il faut d'abord en énoncer les termes. Mais je pense que là, je l'ai dit assez clairement, les termes de ce débat, et ensuite avoir une opinion. Moi, mon opinion, c'est que ce monde-là qui est proposé par En Marche est un monde qui ne bénéficie qu'une poignée de personnes toujours les mêmes, et que si vous voulez une autre vision du monde où tout le monde a ses chances, alors il faut voter pour des députés France Insoumise. Édouard Philippe a aussi déclaré les électeurs seront les juges de paix. Est-ce une bonne idée dans ce type de configuration de s'en remettre à la démocratie? Oui. Parce qu'il s'agit bien d'un débat citoyen. On l'a dit, il n'y a pas, en l'espèce, en tout cas pas d'après le parquet, d'infraction punissable. Mais c'est pas pour autant que les citoyens sont dépossédés de leur propre capacité à émettre une opinion sur des comportements humains qui ne sont pas moraux. Donc oui, ça doit être tranché dans les urnes, et pas seulement dans la circonscription de Ferrand. Attention, ça concerne toutes les circonscriptions de France. Ça va avoir un impact sur les législatives en conséquence? Je l'espère. J'appelle les Français à ne pas accepter ce système qui favorise toujours les mêmes, toujours un certain nombre de personnes. Si vous êtes ami avec la banque locale, vous êtes ami avec les politiciens locaux, vous êtes ami avec les chefs de mutuelles, ok, ça va pour vous, à la limite pour vos enfants, mais si vous n'êtes pas dans ces réseaux-là, eh bien... tu crèves, voilà. Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise. Est-ce que le gouvernement Macron, le gouvernement d'Édouard Philippe, est encore crédible sur la moralisation de la vie politique après cette affaire? Non, clairement non. Bon, moi personnellement, je pense qu'il n'était déjà pas avant, parce que comme on le voit avec l'affaire Ferrand et comme on l'a vu avant de façon très spectaculaire avec l'affaire Fillon, ce qui génère des comportements immoraux, c'est la proximité avec les milieux d'affaires. Vous avez un monde qui est celui de la protection de l'intérêt général. On va dire ça, c'est la politique. Alors voilà, vous mettez en avant des programmes, les citoyens votent ou pas, donnent des mandats aux gouvernants, etc. C'est l'intérêt général, le service public. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Et puis vous avez les milieux d'affaires qui font de l'argent. Ok, très bien, chacun chez soi. Ce qui est problématique, c'est quand les milieux d'affaires deviennent amis avec les politiciens, comme on l'a vu avec l'affaire Fillon. Et selon vous, c'est le cas aujourd'hui dans le gouvernement d'Édouard Philippe? Bien sûr, mais de toute façon, que ce soit le président lui-même ou monsieur le Premier ministre, ce sont des pantouflards. Ce sont des très hauts fonctionnaires qui, en tant que très hauts fonctionnaires, sont ensuite allés auprès des milieux d'affaires, faisant valoir leur propre réseau administratif, et ensuite reviennent à la politique en faisant valoir leur propre réseau du milieu privé. Bon, bah alors pardonnez-moi, ça c'est normalement c'est interdit, le pantouflage. Et vous avez une espèce de novlangue chez En Marche qui a consisté à dire non mais parce que vous comprenez, nous on a bossé dans le privé. Et genre c'est positif. Mais non, c'est pas positif. C'est pas positif. Mélanger des intérêts lucratifs avec des intérêts qui sont pas censés être lucratifs, qui sont censés être désintéressés et uniquement consacrés à l'intérêt général, ce n'est pas positif. Voilà. Et donc, on va le voir avec ce gouvernement. Il n'est pas crédible que ce gouvernement s'attaque à la proximité entre politique et milieu d'affaires parce que ces profils de proximité a été valorisé par ce gouvernement. Est-ce que vous attendez tout de même, vous aussi, les mesures sur la transparence de la vie politique? On en connaît, on en connaît certaines jusqu'à présent qui ont été rendues publiques. Est-ce que vous attendez tout de même cette réforme? Moi, je pense que la haute autorité de la transparence de la vie publique a déjà fait un grand travail, a émis d'ailleurs un certain nombre de préconisations pour améliorer la confiance des citoyens en la politique. C'était en 2014, si ma mémoire est bonne.
ou 2015, pardon, un rapport du président Nadal, donc de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Il y a toute une série de mesures. Moi, à l'époque, j'avais été auditionnée par la Haute Autorité. D'ailleurs, j'invite Monsieur Bayrou aussi à nous auditionner dans le cadre de la mise en place de la loi actuelle. Moi, j'ai écrit un livre sur la 6e République, et puis à la France Insoumise, nous défendons ces choses. Il n'y a pas assez de concertation autour de cette loi? Il me semble qu'à France Insoumise, nous sommes légitimes à être consultés sur cette question. On en a fait quand même un cheval de bataille un peu avant tout le monde. Nous avons été les premiers à dire que l'éthique en politique serait un sujet de cette présidentielle, et nous avons raison, et nous avions raison. Nous avons depuis... Tous les partis politiques devraient être auditionnés? Oui. Bien sûr. Et nous avons des choses à dire, en particulier une très importante, c'est que pour assainir les comportements politiques, vous devez avoir une justice qui fonctionne, certes, mais surtout vous devez avoir des citoyens qui ont du contrôle sur les élus. Et ça, c'est l'objectif de notre mesure phare, notre proposition phare, qui est le droit de révoquer les élus entre les élections. Nous pensons que si les citoyens entre les élections ont le droit de révoquer leurs élus, alors ces élus changeront leur comportement. Nous avons aujourd'hui un système où même quelqu'un de pur, on va dire, qui a beaucoup de bonnes intentions et de probité, dans le système, il en perd justement cette éthique, alors que nous voulons le système inverse, c'est-à-dire que même quelqu'un de pourri, quand il vient dans le système, il est obligé de se tenir à carreau. Voilà ce que serait la 6e République, et ce droit de révoquer les élus, c'est très important, et j'appelle vraiment, j'insiste pour que M. Bayrou nous écoute sur ce point. Sauf que ça, c'est une réforme constitutionnelle qui ne peut passer que devant le Congrès. Il y a des choses, oui et non. Il y a des choses qui peuvent être faites en tout cas pour ce point précis, pour la révocation des élus. Des majorités. Non, je pense que ça pourrait être fait. Si vous voulez, notre idée, ça a toujours été de dire que s'il y a une nouvelle constitution, il valait mieux qu'elle soit faite par une assemblée constituante, faite exprès pour la 6e République. Pourquoi? Pour des raisons... d'efficacité. C'est pas crédible de penser que les élus de la 5e République vont s'auto-saborder et abandonner tous leurs privilèges et se mettre surtout à la merci des citoyens entre les élections. Bon, donc c'est pour ça qu'on pensait qu'une assemblée constituante serait plus à même de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible que ce soit obtenu dans le cadre de la 5e République, dans le cadre de l'Assemblée qui maintenant va être désignée le 18 juin. En particulier, les candidates et candidats de la France Insoumise se sont tous engagés personnellement sur une charte où ils acceptent le principe de leur propre révocabilité, et eux seraient d'accord pour voter des mesures qui vont dans ce sens, et d'autres mesures comme la prise en compte du vote blanc et nul dans le suffrage exprimé, comme le vote obligatoire, comme l'interdiction stricte des cumuls des mandats, etc. Alors justement, le non-cumul des mandats est prévu dans cette réforme sur la moralisation de la vie politique, mais le non-cumul des mandats dans le temps, c'est en tout cas un des points de réflexion actuels. Ça vous paraît pertinent ? Bien sûr que ça me paraît pertinent, et puis surtout, je pense que En Marche a dit, limité à 2 mandats seulement. Ils disent 3. Voilà. Aujourd'hui, la réflexion irait plutôt sur le nombre de 2. Tant mieux, c'est mieux, 2 c'est mieux que 3 en effet, mais de toute façon, en définitive, le plus important, je reviens dessus, c'est le droit de révoquer, parce que si vous avez, en tant que citoyen, le pouvoir de révoquer vos élus, dans le fond, peu importe quoi, s'il a été élu une 2e fois, vous avez de toute façon une corde de rappel. Donc c'est ça qui compte en définitive, c'est ce qui se passe entre les élections. Le financement des partis politiques et des campagnes, faut-il le revoir ? Alors là, probablement qu'il faut générer des modalités de financement qui sont davantage liées au nombre de voix qui sont réalisées, et pas à des préséances, par exemple le fait d'avoir des groupes parlementaires. On l'a vu par exemple actuellement au CSA, la règle de répartition du temps de parole fait que les 2 partis qui ont eu le moins de voix à la présidentielle vont avoir 3 heures de temps d'antenne sur la campagne officielle, tandis que les partis qui sont arrivés les premiers vont avoir une poignée de minutes. Donc là, on a des vrais problèmes de représentativité. De toute façon, en 5e République, il y a un problème de représentativité d'une façon générale. Et là, on va le voir probablement encore aussi sur la législative, et c'est là le grand danger. C'est que c'est un système, comme on dit en anglais, winner takes all. C'est-à-dire, il n'y a qu'un élu dans la circonscription. Donc il n'y a pas de représentativité dans la circonscription. Il n'y a pas de la possibilité que tous les citoyens soient représentés. Donc au final, vous avez un portrait déformé des Français, et ça participe à l'expulsion des Français de la vie politique, vu qu'ils ne se sentent pas représentés. Il y a la question des micro-partis également, qui se multiplient, Raquel Garrido. Oui.
Oui. Bah écoutez, moi je suis pas une experte en matière de micro-partis, etc. Nous, à la France Insoumise, Il y en a justement à la France Insoumise des micro-partis associés. Alors non, ce sont des vrais partis qui sont associés, pas des micro-partis. Et la France Insoumise elle-même est un mouvement citoyen qui ne recueille pas de cotisations, par exemple, où il suffit d'aller cliquer sur jlm2017.fr. Alors maintenant, c'est plus jlm2017.fr, c'est franceinsoumise.fr. Et pour justement, en quelque sorte, faire partie de ce mouvement et en être entièrement propriétaire. Autre information polémique, autant dans le cas Ferrand que dans le cas Fillon, les emplois familiaux. Dans cette réforme sur la moralisation de la vie politique, il est proposé l'interdiction pure et simple des emplois familiaux. Est-ce que vous y êtes favorable ? Il me semble que c'est une demande, ça y est maintenant, qui est partagée. Je ne vois pas comment on peut retourner en arrière sur cette question. C'est sans doute injuste pour telle ou telle personne qui est authentiquement engagée, authentiquement compétente. Ça générera forcément une sorte de discrimination vis-à-vis de personnes parce qu'elles sont de la famille d'un élu, mais il me semble que c'est le prix à payer pour rétablir de la confiance, parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des abus, clairement, et c'est comme toujours, les abus génèrent ensuite des réparations qui parfois vont encore plus loin que ce qui aurait dû être au départ. L'obligation d'un casier judiciaire vierge pour les candidats, ça vous paraît pertinent ? Alors un casier sur les questions de maniement d'argent, de conflit d'intérêts, etc. Oui, sur certains profils. Après, pas sur les questions de diffamation, par exemple, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire. Il y a un certain nombre de délits, notamment des délits de presse, et puis des délits dont les peines ont été exécutées. Enfin, voilà, je veux dire, on a tous droit au pardon, mais en revanche, sur certains types de délits qui vraiment mettent en cause la capacité d'un individu à défendre l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier, là, oui, effectivement, il faut que ces personnes soient inéligibles. Le casier judiciaire vierge est demandé pour tout un tas de professions dans notre pays, tout un tas de professions qui sont des professions où précisément il faut sauvegarder l'intérêt général et il faut s'assurer que la personne puisse en être digne. Donc il me semble que la politique rentre dans cette configuration. Raquel Garrido, vous restez avec nous. Vous Brunch politique en direct avec Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise. Le G7, premier pas parmi les dirigeants de la planète pour Emmanuel Macron. Les États-Unis doivent annoncer dans les prochains jours s'ils se maintiennent ou non dans l'accord de Paris. Emmanuel Macron a-t-il réussi son G7 selon vous ? Non. Car clairement, le signal qui est donné par les 7 pays les plus riches du monde, c'est que la question climatique n'est pas une priorité pour l'humanité. C'est que leur priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. Alors évidemment que la lutte contre le terrorisme, c'est très très important, mais la survie de l'humanité, elle est directement liée au fait que nous jugulions le changement climatique. Ce qui est délirant, c'est qu'il faille encore le répéter, y compris dans ces sphères-là. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de mise au clair sur justement la position des États-Unis sur l'accord de Paris ? Je regrette que tous autant qu'ils sont, le G7 n'ait pas fait une déclaration spectaculaire, un rapport de force spectaculaire avec Trump qui visiblement a tendance à écouter les climato-sceptiques et leur travail, c'est la préservation de l'humanité. Ce sont les 7 pays les plus riches du monde, ceux qui polluent beaucoup. Donc c'est leur travail à eux de mettre la priorité dans le bon sens. Il n'y aura plus d'humanité si, à cause du réchauffement climatique, par exemple, le permafrost de Sibérie, il libère du méthane dans l'air. Notre air, il devient irrespirable pour nous les êtres humains. Vous voyez, donc à un moment donné, on ne peut pas seulement, pour des raisons aussi de politique intérieure, focaliser sur la question du terrorisme et abandonner la question climatique qui est une question de survie de notre espèce. 2 options seraient envisagées par Donald Trump, le retrait ou le maintien dans l'accord de Paris, sous condition. Évidemment, on imagine que ça vous inquiète qu'il soit sur ces 2 options-là actuellement. Bien sûr, c'est inquiétant de la part de l'administration Trump. Et en même temps, il l'avait déjà promis pendant sa campagne, il avait déclaré qu'il ne respecterait pas l'accord de Paris. Oui, c'est vrai que la position des États-Unis, elle était plutôt connue. Ce qui était en jeu, c'est la réaction des autres
des autres pays du monde, ceux des Nations Unies. Vous auriez souhaité qu'il y ait une vraie pression au cours de ce G7 ? Il me semble que c'était une occasion à ne pas rater. Vous avez autour de la table Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Christine Lagarde qui est là pour le FMI. Tout le monde est là, les grandes puissances, ceux qui vraiment ont les leviers de l'économie mondiale, qui peuvent se permettre la pression sur les États-Unis. Ne le font pas. Il y a eu des symboles, la fameuse poignée de main entre Emmanuel Macron et Donald Trump, très commentée, y compris d'ailleurs aux États-Unis, presque sous forme de bras de fer, on l'a vu. Emmanuel Macron lui-même a déclaré que cette poignée de main n'était pas innocente. Franchement, les combats de coq, ça me laisse assez froide parce que, en définitive, j'aurais préféré que si combat il y avait, il fût sur le fond politique et notamment sur la question climatique. Il me semble que c'était là qu'il fallait montrer des muscles, pas juste pour les photographes et les commentateurs politiques qui, franchement, là, descendent. On baisse de niveau, hein. On baisse le niveau du commentaire politique quand même. Hein. C'est-à-dire quand vous en avez, on en est rendu là quand, en tant que journaliste politique, à broder sur une poignée de main, c'est nul, hein. C'est pas bon pour votre métier, hein. C'est que de la com de la part d'Emmanuel Macron ? Oui, bien sûr que c'est de la communication. Mais la communication, il en faut aussi. Montrer symboliquement un rapport de force avec les États-Unis, ça peut être très positif. Ça peut être très positif. Nous sortons quand même d'une décennie complète de gouvernement, en l'occurrence Sarkozy et ensuite Hollande, où le rapport aux États-Unis était d'une docilité qui était épouvantable. Donc bien sûr, quand vous avez un Donald Trump qui vous explique qu'il remet en cause l'idée même qu'il puisse avoir un risque climatique, bien sûr qu'il faut un rapport de force. Mais donc, quel est l'intérêt de faire une poignée de main virile, comme ils disent, pour ensuite, derrière, ne rien dire sur la question climatique? Ça n'a pas de sens. Raquel Garrido, demain à Versailles, Emmanuel Macron reçoit le président russe. On se souvient qu'en octobre dernier, François Hollande avait annulé la visite de Vladimir Poutine pour inaugurer la cathédrale orthodoxe de Paris. À l'époque, l'aviation russe pilonnait Alep en Syrie. Est-ce qu'Emmanuel Macron a bien fait bien en tout cas, de recevoir Vladimir Poutine demain ? La France, c'est une nation indépendante qui doit avoir des relations avec toutes les puissances. Et d'ailleurs, en parlant de bombardements en Syrie, ces jours-ci, il y a eu un bombardement très meurtrier de la part des États-Unis, justement, en Syrie, avec une centaine de personnes disparues, blessées, mortes, etc. Donc c'est vraiment horrible. Et pourtant, Emmanuel Macron était dans la même salle avec Donald Trump. Donc les exactions des uns et des autres sur un terrain de guerre doivent être punies conformément au droit international et conformément aussi à des objectifs de réussite diplomatique. Et la diplomatie implique de la communication. Il ne peut pas y avoir de diplomatie si on ne parle pas aux gens. Ou alors, si on leur parle plus, on est dans autre chose. On n'est plus dans la diplomatie. On est dans quoi? On va faire la guerre aux Russes? On va leur faire la guerre, je ne crois pas. Bon, donc c'est pas la position des Français. Et puis bon, personne ne propose. Donc vous êtes en tout cas heureuse qu'il y ait dialogue aujourd'hui avec entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Moi, j'attends de voir quel va être le symbole. Peut-être après la poignée de main avec Trump, peut-être que je ne sais pas. Il faut qu'il trouve une autre chose de com. Maintenant, je suis curieuse de voir quelle va être l'astuce de communication vis-à-vis de M. Poutine qui va être trouvé par Emmanuel Macron pour montrer les gros bras. Par exemple, Sergueï Bougatchev, un ancien conseiller de Poutine qui qualifie son régime de totalitaire, pense que c'est une erreur de recevoir Vladimir Poutine dans une relation bilatérale. Selon lui, il aurait fallu le recevoir dans le format Normandie, c'est-à-dire à 4 avec l'Allemagne et l'Ukraine. Parce que cette personne considère que le seul sujet à l'ordre du jour à avoir avec les Russes, c'est la question de l'Ukraine. Voilà. Or, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres sujets à l'ordre du jour. Et d'ailleurs... C'est aussi par rapport à la confiance qu'on peut faire à Vladimir Poutine dans un rapport à deux. Selon lui, Vladimir Poutine, de toute façon, ne tient pas ses engagements. Et la présence d'Angela Merkel va changer quelque chose ? Et du président de l'Ukraine. Non, ça c'est pas raisonnable. Vous souhaiteriez qu'il évoque en tout cas des sujets particuliers demain, Emmanuel Macron à Versailles? Oui, la paix. Évidemment que l'enjeu c'est la Syrie, il faut arrêter cette guerre. Il y a la question de la Syrie, il y a la question de l'Ukraine, il y a la question de la Tchétchénie. Oui, mais le plus important, le plus urgent
pour l'humanité et pour les Français, c'est la fin de la guerre en Syrie-Irak. C'est ça qui est le plus important, ce qui coûte le plus aux Français, à la fois sur le terrain international, mais aussi nationalement avec les attentats. Donc nous avons besoin de mettre fin à cette guerre et ça implique de mettre des gens autour de la table, des belligérants autour de la table. La position de la France insoumise est celle des Nations Unies, en fait. Nous prenons la liste des belligérants telle qu'elle a été déterminée par les Nations Unies, et c'est ces personnes-là qu'il faut mettre autour de la table, avec le soutien du Conseil de sécurité et avec une France qui joue pleinement son rôle. Alors justement, il y a toujours la question de la menace terroriste qui plane en Europe et en France. Elle est toujours considérable, l'attentat de Manchester encore cette semaine. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la prolongation de l'état d'urgence ? Non, ce n'est pas raisonnable de maintenir un état d'exception qui n'a pas d'efficacité maintenant, puisque ça y est, en fait, un état d'exception, il a un effet dans l'immédiateté, dans la surprise qu'il génère pour les criminels. Mais une fois que ça devient l'état normal, il ne génère pas cette surprise. Et je note que les Britanniques, qui eux-mêmes ont été vraiment touchés au cœur avec cet horrible attentat au concert d'Ariana Grande, et puis compte tenu de la cible, ses enfants, ses familles, c'est vraiment horrible. Eux-mêmes maintenant ont modifié l'état dans lequel ils sont. Ils ne sont plus dans un état critique, je crois. Mais ils sont redescendus à l'état grave, tout à fait. Il y a une proportionnalité et un rapport réel entre les statuts juridiques qui gouvernent tous les citoyens et la menace réelle. Et ça me semble pédagogique, parce que ce qui n'est pas pédagogique, c'est en France cette idée selon laquelle on est en permanence en état d'urgence, mais il n'y a pas de gradation, il n'y a pas d'information, de modification en fonction des menaces et de leurs évolutions. Et ça, c'est pas bon, parce que ce sont tous les Français qui en perdent en termes de liberté publique. 6e prorogation de l'état d'urgence, il va être prolongé jusqu'au mois de novembre. Ça fera 2 ans au total. On va pouvoir en sortir un jour. On voit bien qu'en termes de com, c'est compliqué, parce que si jamais il y a un attentat qui se produit dans les semaines qui suivent, évidemment, tout le monde accusera le gouvernement d'être sorti de l'état d'urgence. Oui et non. C'est-à-dire que surtout, ça prouvera que l'état d'urgence n'a pas empêché un attentat. Donc on revient au final, c'est un poisson qui se mord la queue. Emmanuel Macron avait dit pendant l'élection présidentielle qu'il trouvait démagogique en tant que candidat de promettre la fin des attentats. Et il disait, à juste titre, qu'aucun des candidats ne pouvait le promettre. Il n'a pas dit pendant la campagne présidentielle qu'il comptait prolonger. Notamment à des propos de Marine Le Pen à l'époque. Absolument, à une certaine volonté de Marine Le Pen de se présenter comme celle qui allait, comme ça, par un coup de baguette magique, résoudre les menaces en fermant les frontières et en empêchant l'immigration. Donc, Emmanuel Macron, il n'a pas dit pendant la présidentielle qu'il comptait prolonger l'état d'urgence. Il l'a pas dit. Et moi, je trouve que là, il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire, on sort de plusieurs mois de délibération nationale sur des grandes thématiques. Les Français se sont intéressés à la politique, ont regardé les programmes, les sujets ont été débattus dans des émissions de télé, dans des débats, etc. Et comment ça se fait que sur un sujet aussi important que celui-ci, Emmanuel Macron n'a pas prévenu les Français de sa politique? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne signe pas des chèques en blanc. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des citoyens. Le souverain, c'est nous, normalement. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour que le monarque de la monarchie présidentielle fasse totalement à sa guise, indépendamment des délibérations qui ont eu lieu quelques semaines avant. Voilà, il aurait dû le dire. Si sa doctrine c'était la perpétuation de l'état d'urgence, il fallait le soumettre à la délibération des Français et le mettre à leur connaissance en temps utile, pas après, maintenant qu'il a tous les pouvoirs de la monarchie présidentielle. Je suis pas d'accord avec ça. Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Avant d'aborder les questions économiques et la réforme du Code du travail, je voudrais revenir avec vous sur la Russie et nos relations vis-à-vis de Vladimir Poutine. Le 22 juin, faudra-t-il que l'Union européenne prolonge les sanctions visant la Russie, les sanctions économiques, des sanctions qui pénalisent également les intérêts français?
On l'a dit avec Jean-Luc Mélenchon que la politique de l'Union européenne vis-à-vis des Russes, elle était belligène. Elle génère des tensions, elle génère une sorte de guerre froide. Ça réactive une logique de guerre froide. Ce n'est pas bon. Donc toutes ces questions, de toute façon, les Français doivent s'en saisir en tant que nation indépendante et avoir une diplomatie qui aboutisse à une résolution du conflit. Vous voulez dire éviter que la France suive forcément l'avis de ses partenaires européens sur cette question? Évidemment. En matière internationale, c'est absolument urgent que la France recouvre une politique indépendante et que se positionne en nation indépendante et pas simplement une espèce de roue du carrosse de politique européenne. Un mot d'économie, Raquel Garrido. Les premières rencontres d'Emmanuel Macron avec les syndicats ont eu lieu cette semaine et elles se sont plutôt bien passées. Ça vous surprend? Je ris parce que j'ai vu comme vous la petite vidéo qui tourne où Monsieur Le Drian il dit alors ça s'est bien passé, puis le président répond vous c'est normal, je ne leur ai rien dit. Voilà. Donc bon oui ça se passe bien parce qu'on dit rien. Non mais la réalité c'est que l'aggravation de la loi El Khomri c'est quelque chose qui est terrorisant. Voilà, parce que déjà on a beaucoup de mal à imaginer comment on peut aller plus loin. La loi El Khomri va déjà très très loin, vu qu'elle acte l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc déjà, on peut faire au plan de l'entreprise, on peut dégrader les droits par rapport à la convention collective et à la loi. Il y avait eu des reculs par rapport au projet initial. C'est sur ces points notamment qu'Emmanuel Macron veut aller plus loin. Oui, mais regardons dans le détail. Par exemple, sur la barémisation des indemnités de prud'homal. Oui. Bon, ça aussi, donc ça c'était le gouvernement voulait le faire, le gouvernement Hollande voulait le faire, mais ça a été retoqué par la justice, par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que c'est un déni en fait de justice. C'est un déni de justice. Vous allez au tribunal pour récupérer des indemnités, donc une réparation par rapport à un dommage qui vous a été fait fautivement, illégalement, et puis finalement le juge n'aurait pas le droit de prononcer cette indemnité puisqu'il y aurait un barème. Donc c'est illégal. Donc aujourd'hui vous avez un barème et il est indicatif. Et ça, je ne vois pas comment ça peut bouger. Ils ne peuvent pas bouger là-dessus. Donc là-dessus, ils n'iront pas plus loin. Là, le seul point que je vois sur lequel ils peuvent vraiment aller plus loin, c'est sur les salaires. Voilà, c'est le point qui reste, c'est les salaires. C'est-à-dire aujourd'hui, la loi El Khomri ne permet pas de modifier fondamentalement la question des salaires. On évoque plus de liberté pour les accords d'entreprise. Oui, bah alors la liberté, c'est de baisser les salaires. Ouais. Voilà la liberté dont que grâce à Emmanuel Macron vous aurez, c'est-à-dire votre patron aura le droit de vous baisser les salaires. Pire encore, vous aurez vous-même le droit de voter votre propre baisse de salaire sous la terreur du chômage et des délocalisations. Parce que c'est ça en réalité. C'est-à-dire, vous avez un pays dans lequel il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, des délocalisations à gogo. Dans l'industrie et ailleurs. Et puis votre grande liberté nouvelle, c'est que face à cette situation qui est hyper angoissante, vous avez le droit de baisser votre salaire. Bravo, merci Monsieur Macron. Et en plus, vous avez le droit de le faire grâce au fait que les députés En Marche accepteront ou habiliteront l'exécutif, le gouvernement, à procéder par ordonnance pour le faire, c'est-à-dire qu'ils vont abdiquer leur propre pouvoir de député. C'est ça. Alors que les élections législatives vont avoir lieu le 11 et 18 juin prochain, on sait déjà que cette réforme du Code du travail aura lieu par ordonnance. Voilà, c'est-à-dire que là, en ce moment, il y a des candidatures, là, En Marche, de femmes et d'hommes, qui sollicitent vos suffrages et qui vous disent « Élisez-moi ». Faites en sorte que je reçoive mon indemnité tous les mois de 6 000 €, mais je vous préviens, je vais pas faire mon travail. Parce que dès que je vais arriver, je vais habiliter l'exécutif à faire mon travail à ma place. Voilà, si vous voulez des députés comme ça, allez-y, votez En Marche. Parce que ils sont en train de vous le dire qu'ils vont faire comme ça. Des gens, des hommes et des femmes qui veulent être députés, mais ils veulent pas exercer le pouvoir de député, le pouvoir que vous leur transférez en votant pour eux. Donc pardonnez-moi, mais ça c'est une conception de la démocratie qui frise les responsabilités. Si vous voulez des vrais députés qui vont vraiment faire leur travail, il faut voter pour la France insoumise. C'est aussi pour éviter que la loi soit détricotée lors de son passage à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est le principe d'une Assemblée nationale. Donc si maintenant il faut supprimer le principe même du pouvoir législatif, où va-t-on? Mais c'est exactement ce que je reproche à la Ve République depuis longtemps de toute façon, ce déséquilibre total entre l'exécutif et les législatifs, c'est la marque de la Ve République. C'est pour ça que nous continuons le combat pour la Sixième République. Et je rappelle juste aussi un élément important, c'est que avec 185 parlementaires
et 4 millions de signatures de citoyens, nous pouvons mettre à l'ordre du jour de cette Assemblée nationale la question d'un référendum pour une Assemblée constituante. Donc, on l'a pas réussi à le faire avec l'élection de Jean-Luc Mélenchon comme président, mais tout n'est pas perdu si nous élisons un gros paquet de parlementaires. C'est pas facile, mais on y reviendra tout à l'heure. On évoquera cette question en fin d'émission. Attendre à des manifestations autour de cette réforme du Code du travail, vous le pensez? Ce sera les premières manifestations auxquelles Emmanuel Macron devra faire face? Bon, alors moi je parle pas pour le mouvement syndical. Le mouvement syndical, il décidera de sa propre réaction, mais il n'est pas effectivement impossible que si par malheur la France insoumise était dans l'opposition, je rappelle que l'élection n'a pas encore eu lieu et que compte tenu de notre résultat à l'élection présidentielle, nous pouvons aspirer à être au deuxième tour dans des centaines et des centaines de circonscriptions. Donc il ne faut pas laisser passer cette fenêtre législative, il faut aller voter, c'est très important. Mais si par malheur nous étions dans l'opposition, évidemment que nous prendrions toutes nos responsabilités d'opposants pour préserver l'intérêt des gens qui travaillent et qui, eux, n'ont pas les copains dans les banques et dans les administrations comme la famille Ferrand. Vous l'avez dit sur la réforme du Code du travail, elle aura lieu par ordonnance. Il y a la question du calendrier aussi, parce qu'auparavant, il était question d'une réforme au cours de l'été. Finalement, elle ne sera pas prête pour cet été, donc elle aura lieu a priori plutôt en septembre. C'est Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui l'a déclaré cette semaine. Justement, est-ce que septembre est plus propice, en tout cas, à avoir un climat syndical plus tendu? Alors non, je pense que c'est l'avantage de faire passer des réformes dans l'été, on le sait, c'est que ça permet d'éviter les manifestations, bien souvent. Ça permet d'éviter tout simplement le regard citoyen. C'est une façon de gouverner. Si vous voulez, on peut pas dire à la fois qu'on est pour la transparence de la vie politique et la moralisation de la vie politique et continuer à faire les coups en douce pendant l'été, comme l'ont fait tous les gouvernements antérieurs. Ça fait partie de la moralisation de la vie politique. Voilà, faire les choses au grand jour. Donc évidemment que sur une réforme qui touche autant de millions de Français, qui touche au quotidien de notre vie, évidemment que ce serait absolument intolérable de le faire pendant que les gens sont en train de profiter des quelques droits sociaux qu'il leur reste encore, et en particulier le fait d'avoir des congés encore payés, parce que pour l'instant, ça existe encore.